ce qui est compliqué, c'est que 63, on a fait un épisode sur toute l'année, qui était à peu près homogène, même si ça se trimballait dans tous les sens. Ensuite, on a fait un épisode qui rassemblait 64 et 65, 2 ans New York, avec des balises très importantes de solidification, du travail personnel. Et ça tombait bien, les bascules, c'était un petit peu juste là, quand tu commences l'année. Aujourd'hui, c'est différent, on va prendre juste 4 mois. Mai, juin, juillet, août, septembre, allez, disons, ça fait 6 de l'année 1966. Mais il se passe en 4 mois ou 5 mois autant de choses qu'il a pu s'en passer en 2 ans, juste avant. Vous voyez que c'est pas facile le boulot, hein. Et même, ça commence jamais au moment où on veut. Par exemple, là, moi, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 66, et encore, il y aura des trous, mais c'est cette période-là, on va se faire un petit flashback. Le flashback, justement, là où on change d'année, juste avant d'entrer dans l'année 1966. Dans le monde anglo-saxon, ils appellent ça « the Boxing Day ». Ça, en gros, c'est le lendemain de Noël, quoi. Enfin, je sais pas, je suis pas trop dans ces trucs, mais on fait la fête. Alors, c'est le New Jersey, dans une ville qui s'appelle Hackensack. Vous savez où c'est? Hackensack, dans le New Jersey. Eh bien, il y a un club, et le club s'appelle le St. George Club. Le 26 décembre 1965, Curtis Knight et ses Squires font le show au St. George Club. Mais c'est pas comme d'habitude, parce que c'est pas Curtis Knight dans une série de concerts. C'est pas... Attends, on va laisser passer le camion poubelle. C'est pas comme une guitare. C'est Curtis Knight aussi qui fait seul l'affiche. Ça veut dire qu'il va faire quoi? Écoutez. Avec mon camion poubelle toujours, qui en rajoute à l'ambiance club. Curtis Knight laisse Hendrix faire. Est-ce que c'est la première partie? Est-ce que c'est un milieu de concert? En tout cas, Jimi Hendrix, avec les musiciens des Squires de Curtis Knight, fait son concert à lui. Bien justement, c'est ça qui est fascinant. C'est qu'on a ce driving south. C'est quoi? C'est du Hendrix. Et c'est vrai qu'il rajoute, il joue du blues. Il joue les blues qu'il aime, ces blues fétiches. Killing Floor, Bleeding Heart, I'm a Man. Des choses qu'il jouera toute sa vie. Des choses qu'il pourra toujours prendre sur une guitare. Tu commences et c'est le blues. Et c'est rien que le blues. Et c'est tout le blues. C'est toujours le blues. Eh bien, cette fois-là, gloire et honneur à ce cher Ed Chalpin par lequel hier on a fini l'épisode. C'est Ed Chalpin qui l'a enregistré. Et évidemment, ce disque facile à retrouver pour tous les amateurs de Hendrixerie, même si c'est toujours un peu au black et tout ça. Il y en a plein de traces sur YouTube, Driving South, tout ça. Bon, on a Hendrix avant Hendrix, mais ça y est. C'est pour ça que j'ai appelé l'épisode hier la chrysalide. Tout est prêt. Hendrix est Hendrix. Et il chante. On y reviendra sur sa façon de chanter. Alors, comment c'est ce début d'année 66 ? Il y a des choses qui changent. Ce qui ne change pas, c'est que tu travailles toujours pour les autres. Curtis Knight, c'est déjà le mieux, mais même Curtis Knight, c'est 2 semaines de residency, comme on dit. Pendant 2 semaines, il est l'invité du Paramount ou du Cheetah Club, dont on va parler. Et puis après, tu te retrouves à jouer avec les autres. Hendrix, c'est déjà mieux. Il y a 2 ans, par quoi il a commencé? Et peut-être là même, ça fait aussi partie des choses de flashback pour ouvrir une autre dimension. La cam. Quand il est arrivé à Harlem qui n'est pas New York, qui n'est pas Manhattan, qui n'est pas le Village, qui est une ville dans la ville. Le Bronx, on n'en parle même pas. Ça n'existe pas encore. Donc vous savez, Faye Prejean et les frères Halim, les jumeaux, Taharqa, Tondera,
Et eux, pour qui ils bossent? Pour un type qui s'appelle Fat Jack Taylor. Wow, le gros Jack. Alors, Fat Jack Taylor, c'est bon, il a une compagnie de disques. Simplement, la compagnie de disques à Harlem, elle sert simplement de paravent à la plus grosse entreprise de cam de tout Harlem. Et c'est le problème pour Hendrix, c'est-à-dire que les portes lui sont grandes ouvertes. Viens bosser avec nous pour Fat Jack. Et là, lui, il y a un mouvement de recul. Et si en même temps, tu recules devant ce qu'il faut payer pour aller bosser, enregistrer, accéder au club, puisque le mania de la cam possède tout, organise tout, ça veut dire que tu restes sur les bords. Eh bien, c'est ce qu'il fait comme choix. Il va faire des jobs. J'ai oublié de vous en parler. Une fille qui s'appelle Pamera. Qu'est-ce qu'elle fait, Pamera? Oh, cherchez pas sur YouTube, vous trouverez pas. Elle fait du striptease, mais avec un serpent. Eh bien, Hendrix accompagnera le striptease de Pamera et son serpent. Mais on lésine pas dans ces choses-là. C'est dur, ce New York. Évidemment, ça a changé. Est-ce que pour autant tu as des sous? Non. Par exemple, pourquoi il a arrêté King Curtis, qui a pourtant été une sacrée étape, pour passer à Curtis Knight? Parce que King Curtis ne paye pas. Il a gagné de l'argent, mais il n'en a pas vu la couleur. Ça veut dire qu'il est toujours là, les mains vides. Alors évidemment, c'est des petits hôtels, Sussex Hotel, etc. C'est pas on paye pas cher et ça doit pas être bien brillant là-dedans. Mais il faut bien quand même payer la chambre. Alors ce contexte, il faut le garder. Hendrix est toujours à Harlem, mais on commence à se déplacer Midtown, au moins pour les endroits où on joue, puisque Curtis Knight, que ce soit le Paramount ou ce Cheetah, c'est sur Broadway. Et Broadway, c'est le monde du spectacle, du divertissement. C'est le monde de l'industrie culturelle. Des journaux, grand bâtiment historique qui fait tout un pâté de maisons, qui est celui de la radio. Mais avec Curtis Knight, c'est toujours être celui qui fait l'accompagnement. Et puis c'est toujours ces concerts ultra courts. Ouais, le club dans le New Jersey, c'était une fois, et c'est tout. Le Cheetah. Alors c'est un club qui vient d'ouvrir parce que Paramount, etc., il y a un espace qui s'est créé pour Stax, La Soul, Otis Redding, James Brown. Mais ce soir-là, au Cheetah, le Cheetah, il vient de rouvrir, donc ils ont refait l'intérieur, ils ont refait les dorures, etc. Donc c'est un peu normal qu'il n'y ait pas grand monde. Mais ce soir-là, Curtis Knight et les Squires ils sont simplement les deuxièmes à passer, avec un troisième qui suit. Il y a 40 personnes dans la salle. Il se passe que là, il y a une Anglaise de la bonne bourgeoisie, une Anglaise de grande culture juive, Linda Keith. Elle est modèle. Mais ça fait 3 ans qu'elle partage la vie de Keith Richards, Rolling Stones. Et là, on va entrer aussi dans d'autres mystères. C'est-à-dire que Linda, c'est une fan de blues. Et je pense que dans cet environnement des Stones, c'est ce que fait Charlie Watts quand il vient à New York. Lui, il y va dans le village. Il fait magasin de disques, il achète. Linda se promène avec une de ses valises remplies de 45 tours de rareté. Le soir, elle écoute de la musique, mais quand les Stones aussi viendront faire leur tournée, ils font quoi quand ils sont à New York? Chaque soir, ils vont écouter, découvrir. Elle, c'est un peu normal qu'elle soit au Cheetah. Simplement, Curtis Knight, ça invente pas forcément grand-chose. Mais ce que fait ce type derrière, là, c'est hallucinant. Quand c'est fini, on perçoit, ça c'est facile, tant qu'il n'y a pas grand monde. Viens à sa table, on commence à discuter, puis on discute blues, et puis qui tu es, puis qu'est-ce que t'as fait, et puis qu'est-ce que t'écoutes, et puis qu'est-ce que t'aimes, et ce que tu joues, gars, ce que tu joues, ça peut pas coller avec Curtis Knight. Vous croyez qu'il le sait pas? Maurice James, il va lui faire un aveu. Je m'appelle pas Maurice, je m'appelle Jimi Hendrix. C'est peut-être là aussi que ça commence le déclic pour Linda Keith. Jimi Hendrix, c'est peut-être mieux que Maurice James, non? Ou Jimmy 2M James, comme il le fait selon avec qui il joue.
Et je crois que il y aura deux éléments là encore. D'abord parce que ça va durer évidemment toute la nuit, mais ça c'est pas grave, c'est toujours, ils sont pas que tous les deux, il y en a d'autres. Hein. Il y a le LSD. Et ça, l'acide, c'est des drogues de blanc. C'est un monde de drogues chères, des choses qui circulent, qui sont liées à ce statut social, et ça n'a rien à voir. C'est pour ça que Fat Jack, comment il s'appelait? Fat Jack quelque chose. Quoi, vous vous en rappelez plus? Fat Jack Taylor. Ben, marijuana et tous ces machins-là, ouais. Mais les drogues de blanc, non. Et pour Hendrix, il y a un premier passage qui sera là. Les frères Eilim, quand ils vont faire pression sur lui, dans quoi tu t'embarques? Dans quel monde? À qui tu joues ton blues? À qui tu offres la beauté du blues? Mais ces choses qui mangent, ces trucs de drogue, c'est pas les nôtres non plus. Ce changement de monde, eux, ils vont retenir Hendrix, en tout cas lui signifier l'importance de la rupture. Pour Hendrix, par contre, le LSD, mais vous voyez qu'il lui arrive par ce monde qui n'est pas le sien. Eh bien, ça va devenir quoi? Ben, il a 4 ans à vivre. Sinon, on ne serait pas là à en parler. Et le deuxième truc, c'est que Linda Kiss, elle va faire le boulot. Alors, elle ne va pas le faire tout de suite. Vous voyez, avançons progressivement. Parce que c'est compliqué. Par exemple, celle qui partage la vie de Jimi Hendrix, Kim Cherokee, c'est pas quelqu'un qui gagne sa vie facile, elle. N'empêche que le déclic de Linda Kiss, ça va être ça. Ça va te lui dire, ta place, elle est plus avec Curtis Knight. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme quand tu es parti de Seattle, comme quand tu es parti de Nashville, comme quand tu es parti pour rejoindre New York, ben tu pars. Tu pars où? Oh là là, tu peux le faire à pied. Oh, enfin, il faut crapahuter quand même, mais ça se fait. Lovecraft le faisait, les 26 km de long de la ville de New York. Mais c'est une barrière symbolique autre, justement. C'est la barrière symbolique franchie ce soir-là, à Hackensack, quand il a joué tout seul. Monté son groupe et joué sa musique, puisqu'elle est prête maintenant, sa musique. Il y a toutes ces choses établies qui sont le blues que de toute façon, on peut toujours reprendre, rejouer, qui est dans l'air, qui est à tout le monde. Et puis il y a déjà ses propres compositions. Elles existent, même au Hackensack. Il y en a au moins une. Simplement, par exemple, sa guitare. Alors là, c'est compliqué, parce qu'on ne sait jamais. Celles qui sont mises au clou, celles qui sont prêtées, etc. Vous savez qu'il joue sur une Fender Jazzmaster Sunburst, ces trucs rouges, qui était une guitare que la Stratocaster existe depuis plus de 10 ans. Mais elle n'a jamais pris, elle n'est pas devenue populaire. Ça va changer avec Dylan, avec Clapton, avec Hendrix. Et en attendant, Fender avait voulu cette Jazzmaster, plus classique, moins objet technologique, pour progresser en popularité autant que les Gibson et les autres. Simplement, c'est le contraire qui va se passer. Et bien, à un moment donné, Hendrix redonne sa guitare à Curtis Knight. Parce que c'est Curtis Knight qui apparemment l'avait acheté. En tout cas, c'est comme ça. Et c'est avec Kim Cherokee qui retourne chez Mahaniz, et que chez Mahaniz, on va aligner 289 $. Mais c'est pas lui qui les a. Peut-être qu'il en a un bout. Peut-être que Mahaniz accepte qu'une partie soit payée un peu à crédit. En tout cas, on aligne le cash. Et il repart avec sa première Stratocaster. Il a aussi un ampli. Attention, tout ça marche ensemble. Les amplis, ce qu'il a, c'est ce fameux ampli de Fender qui s'appelle le Twin Reverb. Twin Reverb, c'est parce que tous les canaux sont dédoublés, d'où aussi ces capacités de vibrato, de reverb, et cette capacité d'un son extrêmement clair du Twin Reverb. C'est des amplis qui existent eux aussi depuis une dizaine d'années. Et par exemple, Keith Richards, puisque Linda Kiss, Keith Richards et tout ça, ce petit monde est là, lui, il les collectionne, les Fender Twins.
Lesquels il collectionne? Eh bien, il a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Il a tous les numéros de série jusqu'au 12. Je crois qu'il lui manque le 8, si jamais vous le trouvez chez un brocanteur. Bon, Hendrix, lui, il a le sien. Il abandonnera son Fender Twins que le jour où il partira en Angleterre. Alors, ce qui est étonnant, par exemple, si on regarde comme ça ces questions de hasard, d'arbitraire. Est-ce qu'il vient une fois chez Manis tous les 2 mois et dit « Bonjour, je viens acheter enfin une Stratocaster ». Non, on peut supposer que dans ces magasins de musique, c'est toujours le cas à Nashville. Moi, je suis des vlogs, par exemple, fascinants là-dessus. C'est un gars qui tripote, ça veut dire que tu viens essayer des pédales. Ça veut dire que tu as ton tabouret, si tu viens essayer des guitares l'après-midi, ben, c'est même génial, parce que... il y a d'autres musicaux qui sont là, et puis parce qu'il y en a un qui est immensément doué, rien de mieux pour entraîner les autres à l'achat. Donc, quoi qu'en disent mes copains là, de la Doxa, en même temps c'est foutraque. Je vous assure que là, depuis des jours et des jours, je suis là-dedans. Toute cette période d'avril 66 à septembre 66, chaque bouquin fait son histoire, chaque bouquin fait sa chronologie, chaque bouquin fait... Il n'y a rien de solide, sauf ça. Comment, justement, nous, le travail qu'on peut faire, c'est peut-être ça, moi, où je peux trouver mon job par rapport à garder, et pas simplement faire une compile ou une critique. C'est une critique de comment eux ont travaillé. C'est garder ça, justement, dans ce champ de tension, garder ça là où paf, l'éclair peut traverser, mais sans en faire quelque chose. Alors, par exemple, vous pouvez lire dans la géographie, alors il vient acheter sa guitare avec Carol dite Kim Cherokee, c'est elle qui va aligner une bonne partie du cash. Et puis, il y a le vendeur, on le connaît. Il s'appelle Jeff Baxter. Vous allez me dire, moi, je ne peux même pas le noter sur une anti-sèche comme moi je fais, vous en avez rien à faire. Bah ouais, mais il a fondé un groupe plus tard qui s'appellera Still I Dan. Dan, les yeux d'acier. Ça va dire quelque chose à quelqu'un qui me regarde. Eh ben, ce Jeff Baxter, qui fondera lui aussi plus tard son groupe, sera un des bassistes, pas le bassiste principal, c'est un Randy originaire du Texas, qui joue avec Curtis Knight. Mais bon, c'est comme avec Billy Cox, ce rapport intime du guitariste et du bassiste. Hendrix joue aussi de la basse, comme Dylan aussi joue de la basse. C'est quelque chose évidemment décisif. Mais ce Jeff Baxter, vendeur chez Manis, il est suffisamment proche de Hendrix pour être son bassiste de remplacement. Alors c'est pas le même jour, c'est pas là où tu es en train d'essayer... de toute façon, Hendrix dira ça. Il aime pas les Telecasters parce qu'il dit le son est pauvre, le son est raide, il n'y a qu'un seul son. Par contre, des gens comme Keith Richards, eux, joueront toujours sur ces vieilles Telecasters de 1956-1957, précisément à cause de cette clarté unique et cette rigidité du son. Lui, il n'aime pas ça. Par contre, ce qui lui plaît dans l'électronique de la Strat, c'est que la souplesse des aigus, la possibilité d'avoir des graves par les 3 micros, alors c'est compliqué parce que quand il retourne la guitare, qui change l'ordre des cordes, il faut rebricoler un peu les frettes, il faut rebricoler le chevalet, tout ça est un petit peu oblique, c'est compliqué techniquement, mais il y a par exemple, vous savez, derrière la guitare, les cordes traversent la table et elles sont accrochées derrière. Et là, on a un tout petit truc avec 3 cm de cordes. Et bien, c'est une espèce de pitch harmonique dont il va lui aussi faire matière musicale. Donc, la Strat, il commence à la connaître dès lors. Là, il y a un petit gars de 15 ans. Ouais, monsieur, dame, 15 ans. Il s'appelle Randy, lui aussi. Et il vient d'où? De Los Angeles. C'est sa famille qui lui a payé le voyage à New York. C'est quoi son rêve? À Randy Wolf. Randy Wolf, il veut devenir guitariste. Eh bien, est-ce que ça peut être le même jour? Non, moi ça, j'y crois pas. Mais tu fais quoi l'après-midi en attendant le club? Tu passes chez Manis, c'est les heures creuses, puis tu joues des guitares, tu essayes des guitares. Puis on est entre soi, quoi. Eh bien, avec ce Randy, là, commence quelque chose. Et le soir même de la rencontre avec Randy, tu viens avec moi. Où ça? Au Café Wa. Vous voyez, c'est compliqué parce que tout se remélange un petit peu.
N'empêche que, là encore, je pense que c'est un peu simplifié, mais ce gamin de 15 ans va être le premier guitariste adjoint, guitariste binôme. Et là, c'est compliqué parce qu'on n'a pas vraiment d'enregistrement de qu'est-ce qui fait que Jimi Hendrix, qui a 24 ans, qui a quasiment 8 ans de travail permanent de guitare derrière lui, fait confiance à un gamin de 15 ans pour ce truc quand même totalement dingue qui est « Enfin, j'ai mon propre groupe, Jimmy James and the Blue Flames, et je joue sous mon nom, enfin, sous mon avant-dernier nom, avant le nom qui sera le bon, Jimi Hendrix. » Et alors, moi, des fois, ça me met dans des rêves, parce que ce jeune Randy, donc vous voyez, là, on va être au début du mois de mai 66, il y a la Stratocaster, et Jimi Hendrix, quand il est prêt à partir en Angleterre, il est prêt à emmener avec lui Randy California. Parce que pour lui, jouer en appui, en dialogue, en binôme, en ping-pong, avec un autre guitariste, un guitariste que lui-même a formé, waouh, ben, ouais, mais il a 15 ans, il faut une autorisation des parents, il faut un passeport, tu peux pas avoir de droit au travail quand tu arrives en Angleterre. Même Hendrix, il arrivera avec un visa tourisme en Angleterre, au point que c'est un autre gars qui portera la guitare, parce que si tu as la guitare, tu passes pas les douanes. Ça veut dire que tu es musicaux et tu viens chercher du boulot, et pas visiter Big Ben et Buckingham Palace. Ça. Je m'égare. Oh non, je m'égare pas, tout ça c'est la cuisine, tout ça c'est la mayonnaise et tout. Et mon Randy California, et ce truc qui joue comme ça sur un destin à 16 ans, il fondera lui aussi son groupe plus tard. C'est un groupe qui s'appelle Spirit. Et ce groupe, eh bien ce Randy California, à peine 2 ans plus tard, lui aussi va lancer son groupe. Il sera revenu sur la côte ouest. Et il appellera ce groupe Taurus. Et ce groupe Taurus écrira une chanson, Spirit, qui est une grande chanson, longue, une grande chanson, un peu folle, une grande chanson. Et il y aura les Led Zeppelin qui cherchent à ce moment-là une nouvelle grande chanson de longue durée pour relayer Dazed and Confused qui joue sur scène. Et Page reprend, mais alors pompe complètement. Ce sera avéré par la justice bien plus tard. Il y aura des compensations financières et tout ça. Il reprend Spirit de Taurus, et puis on va appeler ça comment? Stairways to Heaven. Et ben vous voyez que mon Randy California, il n'aura pas vraiment de chance. Alors pourquoi Randy Wolf devient Randy California? Après on arrête l'intermède. C'est qu'il y a Randy, le bassiste, qui vient du Texas. Lui, je vais m'oublier le nom. Et puis il y a le Randy qui vient de Californie. Alors c'est Jimi Hendrix. Toi, je t'appelle Randy California. Toi, je t'appelle Randy Texas. Et voilà, on a Jimmy James and the Blue Flames. Alors là, je suis allé un peu vite. On en était au Cheetah. Hendrix joue pour la dernière fois avec la Jazzmaster Sunburst. Une vraie dernière fois pour Curtis Knight. Il va ensuite rendre la guitare. Et il y a cette rencontre avec Linda Keith et sa petite gang. Et puis ce sera la première nuit LSD. Et puis en même temps, il y a un musicien qui vient de faire l'ouverture pour eux. C'est quelqu'un qui vient du folk. Il s'appelle Richie Havens. Et je crois qu'il jouera à Woodstock aussi, Richie Havens, si je ne me trompe pas. En tout cas, Richie Havens, vous pouvez aussi facilement le trouver. Et lui aussi est tellement impressionné par quoi? La virtuosité. Ils s'en foutent, tous ces types, de la virtuosité. Ce qui compte, c'est la musique. Parlez avec n'importe quel musico. L'idée de par où et comment passe la musique, elle n'a rien à voir avec la virtuosité. Si la virtuosité est là en plus, pourquoi pas? Tant mieux. Mais c'est pas ça qui compte. Et Richie Havens lui dit, gars, là on est Broadway. Toi t'es Harlem. C'est dans le village que ça se passe. Il semble que Hendrix n'y ait jamais foutu les pieds. Peut-être qu'il connaît Washington Square, mais pas les petites rues autour.
C'est quoi? Ouais, c'est un quartier de jazz. Quartier de jazz pour les blancs, quartier de jazz pour les beatniks. C'est pas son truc, hein. Alors il y a ce problème, par exemple, alors des fois même c'est des choses un peu marrantes, c'est qu'il dit à Harlem il y avait de l'intolérance. C'est-à-dire par exemple, lui, plus tard ce sera la coupe afro, mais pour l'instant il se boucle, ses cheveux sont lisses et bouclés. C'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps, même au cheetah, en parlant, à se reboucler, se relisser les cheveux. Et c'est Linda Kiss qui lui dira tu peux pas arrêter un peu avec ton cirque là. Mais ça, Hendrix, il s'en rend pas compte. Mais par contre, ça c'est Linda Kiss qui le dit, mais post-mortem, mais dans des interviews de Hendrix de son vivant, ça c'est un bon bouquin que j'ai, une espèce de compile de toutes ces espèces d'interviews, même les interviews bidons, parce qu'il est mort avant qu'on commence à lui poser les bonnes questions. Hendrix on Hendrix. Ce qu'il dit, mais tu vois, à Harlem, ce qu'ils aimaient pas, c'est ma manière de m'habiller. Et puis à Harlem, ils m'aimaient pas parce que j'avais les cheveux lissés et puis que je me faisais. Alors je sais pas si c'est le fer à friser, je peux regarder la technique jusqu'à ces machins-là, mais enfin en tout cas, il a des machins pour se lisser, se faire des petites boucles, petites boucles. Bon, ça finira vite. Mais en fait, il dit qu'à Harlem, on lui faisait des remarques sur tout ça. Bon, musique, on revient à notre truc. Richie Havens lui dit écoute, viens demain ou viens quand tu veux et moi je te fais faire le tour du village. Alors, Greenwich Village, Washington Square, la New York University, et puis ce dédale de petites rues, Bleecker Street, Dougal, McDougal. Et puis là, évidemment, ces petits clubs qui n'ont rien à voir avec ceux de Harlem. Mais il y en a qui ont déjà fait leur chemin. Café Wa, c'est quoi? W-H-A, point d'interrogation, au coin de McDougal et de Bleecker. Oh, vous savez, même maintenant, ça paye pas de mine. Et ça paye encore moins de mine maintenant, mais n'empêche que pour Dylan, ça a été l'œuf. Eh bien, pour Hendrix, ça va l'être à nouveau. Ce sera pour d'autres, c'est pas la question. Mais est-ce que c'est un lieu de prestige? Non. Au début, ça veut dire que tu viens 2 fois par semaine. Et puis comme tu joues le plus fort, puis que tes morceaux, ça s'étire complètement vers la fin, ce qu'on te dit, bah, tu viens à 11h du soir. Et de 11h du soir jusqu'à la fermeture à 1h, c'est toi qui joues. De toute façon, il n'y a presque plus personne à la fin. Et donc, c'est une espèce de chose de clôture. Mais Dylan, il le fera lui aussi, ces choses-là. Et puis, combien t'es payé? Bah, si t'as $6 et que t'es 3, ça fait $2 chacun. 2 fois, si c'est le week-end, ça peut monter à 15. Oh, ça fait $5 chacun. Hendrix aura toujours l'élégance de partager en 3. Bon, disons qu'en général, vers la fin, au Café Wa, enfin vers la fin, je dis, vous voyez, de mai, disons jusqu'à fin juillet, il y a 3 mois à peu près, où il finit par jouer quasiment 6 jours sur 7 au Wa. Et régulièrement, avec ce bouche à oreille, ça fait que vers la fin, ça fait à peu près $10, quoi. Vous voyez, c'est nul, c'est rien. C'est-à-dire qu'entre-temps, tu vis quoi? Tu payes ton hôtel comment? Tu bricoles quoi? Il y aura par exemple ce contrat avec El Chalpin, ben, il va en signer un autre avec un autre type qui ne sait même pas qu'il a signé un contrat d'exclusivité. Première visite de Jimi Hendrix dans le Village, il y a aussi un club plus important qui s'appelle le Go Go. Au Go Go, il y a un orchestre qui est un petit peu à demeure, c'est celui de John Hammond. John Hammond, noir, c'est une sorte de légende dans ce petit monde. C'est celui qui a fait les premiers arrangements pour Bob Dylan. C'est celui qui a signé Bob Dylan chez Columbia. Hammond sera un des premiers à venir voir Hendrix jouer au Wa. Pourquoi? Parce qu'il y a un type qui lui dit « Écoute, il y a un de tes morceaux, d'un de tes disques, le type au Wa, non seulement il le joue, mais il le joue mieux que toi. » Oh là, ça pourrait être méchant. Non, mais il vient et effectivement il constate. Donc il y a une espèce là aussi, vous voyez quelque chose qui s'embraye. Ça veut dire qu'il va y avoir Chas Chandler au terme de notre épisode, celui qui va l'embarquer à Londres. Mais il y a quand même des choses qui se créent, qui se fabriquent, et ne serait-ce que par John Hammond, les choses progressivement se mettent en route.
Mais ça, en gros, c'est dans toute histoire de ce genre-là, ces espèces de gros aléas. Alors, cette fin du printemps 66, c'est tournée des Rolling Stones aux États-Unis. Première en 64, c'était l'horreur pour eux. Des salles vides, reçues à la télé. On disait, ouais, c'est pas qu'ils ont les cheveux longs, c'est qu'ils ont le front bas. Ou alors, entre les singes et les chimpanzés, les éléphants, vous mettez les Rolling Stones, leurs mamans se sont pendues de peur à rien qu'à les voir, etc. Ou alors traités, PD, etc. C'est vraiment du... Ça a été rude, 64. Simplement, il y a Satisfaction. Simplement, il y a ces merveilleux enregistrements de 65 à Los Angeles. Il y a cette journée fabuleuse passée à Chess, à Chicago, où ils vont donner le meilleur. C'est là que se fonde la légende qui nous constituera notre adolescence. La tournée de 66, c'est un petit peu la revanche de tout ça pour les Rolling Stones. C'est-à-dire, tu as des grandes salles, tu as le confort, tu arrives. C'est une industrie, c'est un pouvoir. Alors, il semble que Linda Kiss revienne un petit peu en amont de la tournée. Il se trouve aussi que Andrew Loog Oldham, qui est encore le producteur des Stones, mais qui est aussi quelqu'un qui a contribué à lancer plein de musiciens. En gros, c'était son industrie, c'est-à-dire Jagger et Richards. Mais peut-être vous avez lu un livre d'un type sur les Rolling Stones ou d'un autre type sur Bob Dylan. Bon, tant pis si vous connaissez déjà tout ça, mais Andrew Loog Oldham fait écrire Jagger et Richards, tout d'abord parce qu'il a besoin de matériaux à faire chanter à de jeunes inconnus qu'il prend parce qu'ils ont une jolie tête. C'est comme ça que sera lancé Marianne Faithfull. Et Linda Kiss amène Andrew au WA pour voir Jimi Hendrix. Et lui, il reste de glace. De toute façon, ce qu'il connaît, c'est les groupes, ce qu'il connaît, c'est la chanson. Il n'a pas pigé ce truc que, par exemple, le groupe d'Alexis Korner, Blues Incorporated, en ce moment est en train de péter la baraque à cause de son guitariste soliste, Eric Clapton, que ce même printemps 66, Clapton quitte Alexis Korner pour être remplacé par un autre jeune type de 16 ans qui, lui, s'appelle Mick Taylor et va lancer son propre trio qui s'appellera Cream, avec Jack Bruce et Ginger Baker. Mais c'est encore dans les limbes, Cream. Ce sera juste à l'automne, les premiers enregistrements. Mais vous voyez, c'est dans l'air. Et Andrew, il pique pas cet air-là. Il est plus de cet âge. Et pourtant, c'est un type qui a bossé pour les Beatles. C'est parce qu'il a bossé pour les Beatles qu'il a pu repérer les Rolling Stones et mettre le grappin dessus. Et ça a été sauvage. Alors, pour Linda Kiss, qu'est-ce qui la motive? Est-ce qu'elle cherche à vendre son Hendrix? Je pense pas que ce soit l'esprit de l'époque, ni le sien. Il y a des interviews plus tardifs. Je pense que c'est un moment, l'été 66, elle va rompre avec Keith Richards. Quand elle va revenir au mois d'août à New York, c'est plus la relation avec Richards. Et donc, il y aura, oui, relation avec Hendrix. Mais là, au mois de mai-juin, c'est de l'autre côté, Jagger et Faithfull, c'est une machine qui tourne. De l'autre côté, c'est Brian Jones avec Anita Pallenberg, amie de Pasolini, fille qui joue dans les films, qu'emmènera Jagger, tournée performance. Et puis, Richards, il est comme hypnotisé par Brian Jones et Anita Pallenberg. Juste 6 mois plus tard, il y aura ce grand switch qui va être la fracture, le déchirement des Stones. C'est Anita Pallenberg qui quittera Brian Jones pour rejoindre Keith Richards. Donc, est-ce qu'elle est aussi dans une sorte de établir la légitimité qu'ont d'un côté dans l'Empire Stones, Marianne Faithfull avec Mick Jagger, et puis de l'autre côté Anita Pallenberg entre Brian Jones et Keith Richards. Bon, faut pas surdéterminer ces choses-là, mais je crois que pour elle, dans ce truc de dire c'est moi qui ai repéré Hendrix, il y a peut-être de façon sous-jacente à l'intérieur d'elle-même, qu'est-ce qui est en train de m'échapper? Qu'est-ce que là, alors que ces types sont en train dans une espèce d'ascension et que ça devient un empire culturel, quelque part
à égalité des Beatles, ils ne sont pas en train de s'établir plus fort qu'eux. Mais comme je le dis, il n'y a pas besoin de surdéterminer ces choses-là. En tout cas, elle a fait le boulot. Elle en amène d'autres. Elle amène des gens à écouter Jimi Hendrix. Pourquoi? Parce qu'elle veut le placer? Non. Parce que la musique est fabuleuse et qu'eux, ils trouvent là leur raison à eux, dans l'authenticité du blues. Et il se trouve que là, à New York, il y a un blues authentique qui n'a rien à voir avec Curtis Knight et les autres. Alors comment il vit ça, notre Hendrix? Moi, je crois que ces choses-là sont à la fois perceptibles. Je crois qu'à la fois pour eux, il y a ce rendez-vous. Tous les soirs, tu joues. Randy California, Randy Texas, Jeff Baxter. Vous voyez, c'est une sorte de catalyse lente. C'est quoi? C'est les 3 accords du blues. Et puis s'en aller. Driving South, Bleeding Heart. Et tous les soirs, tu recommences. Et puis en même temps, ce que tu glisses, c'est les choses que tu gribouilles. Parce que Dylan lui a enseigné ça. Ce qu'il va dire, c'est que lui, dans sa rencontre avec Linda Kiss, il dira: c'est la première fois que je vois quelqu'un apprécier Bob Dylan autant que moi je le faisais. Et au Village, c'est ça aussi. C'est une période où Dylan, à New York, vous savez, il a un atelier de peinture clandestin. Il vit là. Et alors, il ne vient pas régulièrement. Mais au Go Go, ce club là, de John Hammond, Hendrix, à chaque fois, quand il vient, c'est dire: tu crois qu'il passera là, Bob Dylan, ce soir? Mais la rencontre ne se fait pas. Et je crois que c'est 3 mois de forge, de touiller la marmite. Bah ouais, il est prêt. Alors Chas Chandler fait Animals. Vous savez, l'histoire des Rolling Stones, ça remonte à 62. Les Animals, c'est un groupe qui est là déjà. C'est des sortes d'historiques. C'est une machine solide. C'est une machine à succès, ceux des autres. Et puis qui ont eu leur propre succès, mais géant, faramineux, à échelle mondiale. C'est comment se fabrique cette industrie culturelle, avec l'appui du disque, avec l'appui de la radio, et puis, ça c'était pour le jazz, la télé, qui devient maintenant l'énorme support, et puis l'organisation de tournées, qui n'ont rien à voir avec ces petits circuits-là, qui vient de décoper pendant 3 ans, quasiment, Jimi Hendrix. House of the Rising Sun, la maison du pénitencier. Tout d'un coup, une sorte de chose populaire qui vient de là, très humble, qui se souvient de celui qui le premier a écrit House of the Rising Sun et qui ne sait pas jouer les accords de House of the Rising Sun sur une guitare. Moi. Les Animals en ont fait un monument, une pyramide, une tour de Babel. Sauf que ça parle anglais uniquement dans cette tour de Babel neuve qui s'érige et qui concerne que le monde occidental. Et c'est pour ça aussi que cette infusion noire, cette infusion esclave, le sang cherokee que porte Hendrix, c'est pas non plus une petite symbolique dans ce qui s'établit de monolithique dans l'industrie culturelle. Les Animals, le chanteur c'est Eric Burdon. C'est lui le leader. Chandler, c'est un gars qui maintenant arrive à 28 ans. Justement, tous ces types qui meurent à 27 ans, dont Hendrix, comprend qu'il est passé de l'autre côté et puis qu'il est temps de faire autre chose. Puis il comprend aussi qu'il y a d'autres gens dans ce monde-là, que les disques, ça se fabrique, les groupes, ça vit, ça meurt, c'est des machines à cash, des machines à route, mais que ceux qui sont derrière, sur les consoles, ceux qui font les arrangements, ceux qui choisissent, ceux qui organisent les tournées, ce qui va se passer pour Led Zeppelin aussi, avec Peter Grant. Avec qui travaille Peter Grant de Led Zeppelin? Avec un gars qui s'appelle Mike Jeffery, qui roule Rolls-Royce. Oh, c'est pas un tendre Jeffery, c'est un vieux de la vieille dans ce métier-là. Chas Chandler, lui, il veut être un des sous-producteurs travaillant pour le grand producteur, mais qui connaît rien à la musique, qui est Mike Jeffery. De toute façon, c'est là que ça se passe. Donc 28 ans, il veut passer de l'autre côté. Et justement, le modèle qu'il a, c'est House of the Rising Sun. Et dans la dernière tournée, qui sera pour lui la dernière avec les Animals, il a repéré une autre chanson comme ça,
un gars qui s'appelle Tim Rose, aussi humble que le type qui pour la première fois a chanté à la maison du pénitencier. Tim Rose chante une chanson qui s'appelle Hey Joe. Bon, elle est déjà connue. On en a plein de traces. Par exemple, Tim Rose, quand il vient chanter son Hey Joe, grand succès, en Angleterre. Déjà, je crois que c'est juste... précisément, là, ces mêmes mois, eh bien, il cherche un batteur pour la tournée. Qui va trouver comme batteur? Un gars qui s'appelle John Bonham. Et même, il lui propose de continuer avec lui. Mais simplement, l'autre, il dit, attends, j'ai juste une semaine à faire avec Led Zeppelin, là, et puis... Et tout ça se rejoint, tout ça se recoupe. Linda Keith, elle croise Chas. Ils se connaissent, ils se connaissent pas. Bah dis donc, t'es anglais, moi je suis le gang Rolling Stones, toi t'es le gang Animals, bon forcément. Tu sais, hier, moi j'ai un gars que j'écoute, je rentre, mais à chaque fois je demain t'es Dak, je t'emmène le voir, c'est dans le village. C'est pas là, ils sont au Cheetah ou un truc comme ça. Il dit, écoute, si tu veux, demain, on se retrouve au café Wow, Corner, MacDougall, Bleecker. OK? Et le lendemain, c'est effectivement Linda Keith qui amène Chas Chandler. Jimmy Jameson and the Blue Flames. Et qu'est-ce qu'il entend? Hey Joe. Court-circuit. Alors Chandler, tout de suite, il y a cette première discussion avec Hendrix. Je t'emmène en Angleterre. Lui, c'est pas son truc. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Chas Chandler, c'est un gars, c'est pas un tricheur. Son père était mineur à Newcastle. C'est comme John Bonham, ce terreau, ou Bill Wyman, ce terreau ouvrier de la vieille Angleterre. C'est pas un tricheur du tout. Hendrix, il a des questions même. Mais ma Stratocaster, ça marche dans vos prises de courant en Angleterre? Bon, enfin, en gros, mais simplement, ce qui pige, c'est que son groupe, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire au Café Wa à $10 par soir? Tu vas continuer combien de temps? À quel moment? John Hammond, ça fait 2 mois qu'il le voit. Est-ce qu'on lui a proposé? Lui, par contre, justement, par exemple, son copain Lonnie Youngblood, vous savez, ces enregistrements faits avec Philadelphie il y a déjà 1 an, mais ces trucs qui sont merveilleux, saxophoniste, il dit, mais viens au Wa, viens, on joue ensemble, puis saxo, guitare, on casse la baraque. Ah ouais, mais Youngblood, déjà, lui, par exemple, il le dit pour le LSD. Il dit, je le voyais partir là-dedans, et moi, j'avais une femme et un gosse, une voiture. Bon, trilogie américaine, hein, pas compliqué. Mais Youngblood, il refuse de venir à New York avec Jimmy, alors que, là encore, peut-être une configuration aurait pu être une autre explosive. Peut-être cette configuration aurait pu constituer une potentielle explosive bis. En tout cas, ça ne se passe pas. Chas Chandler, il a trouvé. Il a trouvé son Clapton. Il est plus fort que Clapton. Et l'authenticité noire, en plus. Chandler, qu'est-ce qu'il dit? On est en juillet. Je repars en Angleterre, je prépare et je reviens. Eh bien, il revient. On est début septembre. Le 4 septembre, précisément. Il arrive au Wa. Ah non, Jimmy James. Oh, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous savez, ces gars-là, hein, ça circule. Et comment tu retrouves un gars dans New York? Il va faire les hôtels, tous les hôtels qu'il connaît. Oh là là, c'est même pas le Chelsea Hotel, ça sera bien plus tard. C'est tous les petits machins, les petits boui-boui, les trucs. Il va mettre 4 jours à retrouver la piste de Hendrix. 4e jour, il tombe sur lui. Alors là, les discussions s'engagent. Ok, on fait le passeport. T'as un passeport? Ben non, il en a pas. On s'occupe de ça. Et les questions des contrats. Moi, je te signe un contrat. Ah ouais, mais j'ai un contrat de signé. Le smuggler, je sais pas quoi, contrat d'exclusivité. Bah, qu'est-ce qu'il fait Chandler? Ok, on va nettoyer ça. Et le contrat, il le rachète. Poignée de $. De toute façon, Hendrix, ça va être touché, ça s'appelait même pas. Rien, quoi. Mais alors, par contre, l'histoire avec le Hitchhiking qui lui avait donné $1 d'exclusivité sur 3 ans, on a complètement oublié. C'est-à-dire que si Chas Chandler avait été mis au courant,
il allait voir Chalpin. Tu lui as payé combien? $1? Je te donne $100. Tu me redonnes le papier. Et tu nous fous la paix. Bon, c'est comme ça que ça se passe, oui, avec le budget. Avec Jeffrey. Voilà. Par malheur, ils ont oublié Ed Chalpin. C'est comme ça que Chas Chandler, bassiste des Animals, ils sont importants. Parce que vous allez voir que bientôt, quand le Jimi Hendrix Experience, il va mettre ses basses Gibson à disposition. On est le 26 septembre 1966. Et ça fait beaucoup de choses dans la petite marmite. Beaucoup de choses dans la tête d'un gars qui met tout ça. Un gars qui monte dans un avion pour la première fois. C'est pas très confortable. En 1966. Les avions. Avec une Stratocaster. Sauf que c'est pas lui qui la porte. Le grand Chas Chandler à côté qui remue. Et vous savez quoi? Après le 14, ce sera le 15.